Bonjour Greg, Salut Aurélie, ça va bien? ça va et toi? Oui, écoute, un gros merci de prendre le temps de faire cette entrevue avec moi en sachant que tu as quand même un agenda qui est pas mal occupé, on va dire ça comme ça. Dans un premier temps, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Bah écoute, oui, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Écoute, mon parcours, il est relativement humble, hein. Moi, j'ai parcours professionnel, tu veux, Oui, dans un premier forcément. temps, on va y aller avec le Dans un premier parcours. temps, bah écoute, il va être assez vite résumé puisque moi, je fais le métier de mes rêves depuis 26 ans. J'ai intégré la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'était un rêve d'enfant. Euh, donc ça fait 26 ans que j'y suis. J'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai servi dans l'une des plus grosses unités des pompiers de Paris pendant à peu près, j'ai entre 8 et 9 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de partir servir en Guyane française, donc en Amérique du Sud pendant 4 ans avec ma famille, où j'ai emmené ma femme et mon fils avec moi. Et puis donc là-bas, on assure la sécurité du centre spatial guyanais. Et puis ensuite, au retour, bah, je suis revenu en portion centrale, ici à Paris, en métropole, avec un petit colis en plus, puisque ma fille est née 6 mois après notre retour. Et là, je me suis retrouvé dans un poste qui était un peu plus, si tu veux, un peu moins engageant au niveau des opérations, mais qui nécessitait aussi beaucoup de travail parce que j'étais plus de l'autre côté de la barrière, en fait, au soutien de mes camarades qui sont en unité opérationnelle, j'ai envie de dire. Et là, je m'occupais de tout ce qui était réintégration des effets d'habillement. Pour tous les gens qui quittent les pompiers de Paris, on récupère leurs effets et tout ce qu'on peut réinjecter dans le système, on le réinjecte, bien évidemment, pour nos exercices, etc., etc. Et puis ensuite, donc j'ai fait à peu près 2 ans et demi sur ce poste-là. Et après, moi, j'adore les gens, j'adore l'humain, donc je me suis un peu tourné vers les ressources humaines. Et là, j'étais adjoint au gestionnaire des 6300 militaires du rang de la brigade, qui, en termes de mobilité, si tu veux, pour toutes les affectations, les mutations, les parcours professionnels, etc., etc. Et puis depuis 3 ans, je suis devenu, après décision du général qui commande les pompiers de Paris, le conseiller de ces 6300 auprès du commandement enfin, du commandant de la BSPP, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Belle Voilà. carrière, intéressant. En tout cas, ça Bah a écoute, changé entre le début et maintenant. Est-ce que tu peux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait c'est quoi la différence entre un pompier, on va dire peut-être traditionnel, professionnel, et un pompier de Paris. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer la distinction entre bah, chaque si tu veux, nous, différence? on est déjà, il y a un statut qui est complètement différent, c'est-à-dire que, en France, hormis les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille, qui sont militaires, tous les autres sont, entre guillemets, un peu, enfin, ils sont civils, quoi, si tu veux, ils ont un statut civil, un peu fonctionnaire de l'État. Ok. D'accord? Et nous, on est militaire, on est sous statut militaire. Donc, pour plusieurs raisons, hein, nous, tout simplement, c'est Napoléon qui a décrété la création du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris en 1811, suite au feu de l'ambassade d'Autriche. Et donc, du coup, il a voulu que ce soit militaire parce qu'il trouvait que c'était peut-être un peu, encore à l'époque, mal coordonné, etc., lors des incendies qui pouvaient arriver dans Paris. Et du coup, il a créé le bataillon qui est devenu la brigade et qui a toujours été sous statut militaire finalement. Donc, on appartient complètement à l'armée de terre. On est une unité un peu hybride, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas des soldats au sens propre du terme, puisque nous, on est des soldats du feu. Ok. Et puis, qu'est-ce que ça prend justement pour être un pompier de Paris? Alors pour être un pompier de Paris, bah, bien évidemment, vu qu'il y a une formation militaire, bah, tu as toute cette rigueur, discipline qu'on t'impose quand tu arrives, hein. Moi, je suis rentré, j'étais très jeune, même si j'étais déjà pompier volontaire chez moi, si tu veux, en province, parce que je viens de Normandie. Je suis venu quand même, moi je suis quelqu'un de très dynamique, assez, pour être honnête, peut-être un peu turbulent quand j'étais jeune, enfin très énergique en tout cas, du mal à cadrer. Et donc je suis clairement venu chercher aussi un cadre et une expérience. D'accord? Mon souhait de base était de rentrer chez les pompiers de Paris, de faire 5 ans, de passer le concours et de revenir pompier professionnel dans ma région en Normandie. 26 ans après, je suis toujours pompier de Paris.
parce que tes ambitions, ta vision change au fur et à mesure de ton âge, en fait, finalement. Et puis l'amour du métier, quoi. En fait, finalement, Paris, on touche à tout, quoi. Tous les domaines de métier et avec une intensité remarquable. Donc moi qui étais plein d'énergie, ça me permettait de me dépenser. Il n'y avait jamais de temps mort, en fait. Ouais. Et au niveau, bah, justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais intégré la plus grosse brigade quand tu es rentré comme pompier de Paris. On parle de combien d'interventions, puis on parle de quel type d'intervention? Parce que j'imagine que c'est pas toujours hyper stressant, Alors, mais il doit y avoir également des situations qui doivent être très stressantes. je dirais pas la plus grosse, je dirais l'une des plus grosses. D'accord? Parce que je voudrais frustrer personne. Je sais pas qui va regarder mon interview plus tard et je voudrais pas qu'un de mes camarades d'une compagnie voisine me dise, ouais, tu t'envoies en l'air. Non, j'étais dans une compagnie, effectivement, qui est reconnue, hein, pour son activité opérationnelle, qui fait à peu près entre 14 500 et 15 000 départs à l'année. Ça représente en moyenne, si on faisait une moyenne, je sais pas, si on divise 15 000 par 360, ça doit faire aux alentours de 60 départs par jour. Donc c'est quand même très intense. Donc effectivement, comme tu dis, toutes les interventions ne sont pas stressantes, d'accord? Mais l'intervention en elle-même, mais faut pas omettre quand même le temps de trajet dans une population et une densité en fait de population qui est quand même assez conséquente. Et donc, faut se faufiler à travers tous ces gens-là. Donc, rien que le trajet entre le centre de secours, donc la caserne, et le lieu de l'intervention, c'est quand même, mine de rien, un gros shoot d'adrénaline et à la fois aussi une zone de tension, hein, une zone de stress, parce qu'il faut pas avoir d'accident. Il faut gérer tous les paramètres extérieurs, si tu veux. Donc, c'est quand même, en termes de concentration, quelque chose qui est assez intense, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc la vigilance, en fait, la vigilance est de mise. L'objectif, c'est d'aller vite, mais pas non plus d'avoir un accident qui va retarder, en fait, l'efficacité des secours. C'est ça l'idée. Il faut trouver cet équilibre et ce juste milieu, en fait, finalement. Et des fois, c'est pas évident quand t'as un jeune conducteur qui a eu le permis il y a pas si longtemps que ça, qui débarque au volant d'une ambulance avec un gyrophare, avec un klaxon qui fait pimpon dans les rues de Paris et que toi, t'es à côté et qu'il faut que tu lui demandes de ralentir. Lui, des fois, il a un peu de mal à comprendre, quoi. Il me dit, oui, mais c'est une urgence. Oui, c'est une urgence, mais c'est un poignet cassé. Ouais. Tu vois? Ouais, C'est donc là, pas, c'est c'est. pas quelqu'un en arrêt cardiaque. Ouais. Donc il faut savoir respirer, se poser et faire preuve d'adaptation en fonction des situations, quoi, bien évidemment. Ouais. Puis justement, avant d'aller plus loin là-dedans, je voulais revenir au niveau physique. Qu'est-ce que ça demande justement physiquement d'être un pompier de Paris? Puis tout à l'heure, tu as dit que tu avais 46 ans, si je me trompe pas. Hmm. Et que est-ce que, bah, premièrement, parce que là, tu fais un travail qui est plus administratif, mais est-ce que tu Hmm. dois quand même garder une forme physique pour faire partie encore des pompiers de Paris? Alors, en Et fait, ma dans mon, question dans est mon claire? Ouais. poste actuel, si tu veux, je pourrais ne pas détenir l'aptitude opérationnelle, si tu veux, la plus haute. Maintenant, moi, c'est un contrat avec moi-même, en fait, finalement, puisque je me déplace encore dans les centres de secours parisiens, avec qui j'essaye d'aller prendre des gardes aujourd'hui, donc monter encore dans les engins avec eux. Donc, moi, personnellement, j'accroche beaucoup d'importance à mon niveau d'aptitude. D'accord? Donc, bien évidemment que je suis toujours évalué. Quand on rentre à la brigade, moi, quand je suis rentré à la brigade, je faisais 59 kilos pour 1,79 m. D'accord? En 6 mois, j'ai pris 12 kilos de muscle. Ouais, je me doute que c'était pas du Voilà. gras. Donc c'est très intense en termes d'entraînement. C'est pour ça que j'encourage aujourd'hui tous les jeunes que je peux rencontrer qui ont ce souhait de rentrer à la brigade, de se préparer physiquement. Parce que moi, j'ai eu la chance de passer à travers, mais tu peux vite te blesser. Quand tu passes d'un entraînement normal à un entraînement aussi intensif que celui qu'on peut vivre dans le quotidien, et encore plus pendant 4 mois, parce qu'on a 4 mois de formation avant d'arriver dans un centre de secours en unité parisienne, on a 4 mois de formation. Pendant ces 4 mois de formation, on est malmené. Si tu veux, on est malmené psychologiquement, on est malmené physiquement. En fait, on va essayer d'aller chercher chez chacun d'entre nous un peu nos limites. Ils veulent qu'on les découvre de bonne heure pour justement les maîtriser sur intervention. Parce que l'objectif, c'est pas nous, notre objectif, même si notre devise c'est sauver au périr, c'est pas d'y rester en fait finalement. Et donc tu dois connaître tes limites quand tu vas sur intervention et te dire bah là non. Et oui, il y a plus fort que moi parce qu'il y en a un qui va devant. Ok. Mais ça doit être ok en fait. Et ça doit être connu. Et donc, pour les connaître, tes limites, quand tu es jeune et quand tu rentres dans une institution comme celle-là, bah, faut te bousculer. Voilà. Et donc, on te bouscule.
Faut être Est-ce que tu prêt. te rappelles des premières limites que tu as vues à l'âge de 26 ans? C'est quoi ta première prise de conscience par rapport à tes limites? Mes premières limites, je saurais plus te dire aujourd'hui. Mes limites, elles étaient plus moi. Moi, j'ai plus souffert quand j'étais à l'instruction de l'éloignement familial et du rythme soutenu. En fait, tu dors pas beaucoup. On peut vite venir te perturber en pleine nuit pour juste, enfin voilà, encore une fois pour te chambouler un peu si tu veux. Donc on peut venir te réveiller en pleine nuit, te faire habiller et puis dire bon bah ok, c'est bon, vous êtes assez rapide, vous pouvez vous recoucher. C'est des petits exercices comme ça si tu veux. Mais tout ça, en fait, sur une durée de 4 mois, à un moment donné, bah, tu accumules une certaine fatigue, donc une fatigue psychologique. Tu rentres pas forcément chez toi tous les week-ends. Donc, et puis c'est la première fois, moi j'arrivais de Normandie il y a 26 ans, donc on était en 2000. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone portable. Enfin, moi je souffrais plus de l'éloignement familial et déjà j'étais déjà avec mon épouse d'aujourd'hui. Donc je souffrais plus du manque affectif familial où tu as envie, tu sais, de te réconforter quand ça va pas très bien parce que tu as forcément des coups de mou il peut t'arriver. Moi, j'ai craqué de ce côté-là, si tu veux. Ok. Mais ça n'a pas entaché ma détermination à aller au bout de la formation et à continuer. Pour moi, ça faisait partie du jeu, en fait. Et ça a été mes limites. Ça a été ma limite. Elle n'a pas été physique, mais elle a été mentale. Ben, c'est Voilà. intéressant de voir aussi que justement il peut y avoir, parce qu'on pense souvent au côté physique, parce qu'on sait qu'un pompier de Paris, ou du moins on se doute que, eh bien physiquement ça peut être très exigeant, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément en considération les limites mentales Mm. ou émotionnelles. Et puis là justement, maintenant que bah, je veux dire, t'as pris de l'expérience, de l'âge aussi, qu'est-ce que tu fais justement pour maintenir en fait une santé au top? Et puis être justement toujours aussi alerte, peu importe les situations, puisque en plus tu vas encore sur le terrain, donc j'imagine que tu dois avoir des Ouais, routines ou j'ai des petits tips comme tout le monde, en fait. J'ai mes routines, j'ai mes croyances. Qui m'appartiennent et que je partage volontiers avec vous ce soir. Mais en fait, en parallèle de ma carrière de pompier de Paris, je suis issu d'une famille de grands sportifs, surtout dans le milieu du cyclisme. Et donc moi, j'ai repris le vélo, je faisais du vélo étant jeune et j'ai repris le vélo à peu près en 2008-2009 avec la volonté en parallèle de mon métier de participer à des courses nationales, voire internationales. Sans statut professionnel, mais au haut niveau amateur. Et donc, par exemple, j'ai participé 7 fois au Tour de Guyane. Je suis allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour faire les championnats de France des dom-tom. Enfin, j'ai couru quoi, au niveau, voilà, je peux le dire sans prétention, au niveau national, voire international, avec des coureurs élites. Euh, et donc, bah, forcément, moi, mon déclic, il a été surtout en Guyane, parce que là-bas, il fait très chaud. Et quand on s'entraînait, tu vois vite qu'avec le taux d'humidité dans l'air, etc., les performances que tu pourrais avoir en métropole ne sont pas du tout elles sont diminuées, en fait, finalement, avec la Guyane. D'accord? Ne serait-ce aussi que par l'alimentation que tu peux retrouver là-bas. Parce qu'en fait, en Guyane, tu manges pas comme en métropole, il faut s'adapter. Voilà. Et donc, bah, j'ai un ami un jour qui me dit, qui était un peu plus jeune que moi et qui était ingénieur sur le centre spatial, qui me dit, je lui dis, mais toi, tu fais des cures, tu prends quelque chose, machin. Et il me dit, bah, moi, je prends de la spiruline. Et j'ai dit, ah bon, c'est quoi ce truc-là? Moi, je connaissais pas du tout, jamais de complément alimentaire, hein, rien du tout. Il me dit, non, mais c'est pas comme un complément alimentaire, c'est plus un aliment, plutôt. C'est une algue. Bon, je dis, ok, on trouve ça où? Il me dit, oh, tu vas à la pharmacie, moi, je l'achète à telle pharmacie. Donc, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté la spiruline, et puis, effectivement, je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu plus de vitalité, mais surtout dans mon sport. J'étais beaucoup plus performant, j'avais plus de force en fait. Et donc j'ai consommé de la spiruline comme ça en Guyane. Et puis en rentrant de Guyane, c'est la seule chose que je consommais en Guyane, hein. Et là Vraiment de on la parle de quelle spiruline. année? Là on parle de 2009 Ok. à peu près. Ouais, 2009. J'ai fait 2008-2012 en Guyane, donc ça devait être aux alentours de 2009 ça. Et je connaissais pas du tout et je trouvais ça formidable. Donc je faisais mes petites cures de 3 mois, j'arrêtais, je reprenais 3 mois sur mes grosses périodes d'effort. En fait, quand je savais que je partais autour de Guyane, on sait que c'est 10 jours de course, 11 étapes, 1600, enfin 1500 km à peu près. Et là-bas, ça roule très très vite, sous des températures de 40 degrés.
Donc en fait, tu t'hydrates toute la journée, mais si tu complémentes pas, bah, à un moment donné, tu comprends pourquoi les autres, ils sont plus forts que toi, quoi. Voilà. Et donc, bah, j'avais pris ce petit rituel-là. Bon, après, j'ai utilisé bien évidemment toute la nutrition du sportif, les gels, les boissons électrolytes que tu mets dans les bidons pour augmenter l'hydratation, etc. Mais rien de routinier, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, quand je suis rentré en métropole, c'est là que c'est marrant, c'est que j'ai mon oncle qui, lui, était athlète de haut niveau dans le milieu du cyclisme dans les années 80, qui a été en équipe de France, qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques, etc. Et quand il était en équipe de France, il était un peu, à l'époque, moi, j'étais fan des cyclistes, quoi. C'était un peu mes idoles. Et il y en avait un que j'appréciais particulièrement qui s'appelait Luc Leblanc, qui lui a été maillot jaune sur le Tour de France et champion du monde chez les professionnels. Et mon oncle m'appelle et me dit, ouais Greg, j'ai mon ami Lucho qui m'a appelé, il veut venir me voir parce qu'il veut me parler de compléments alimentaires, de trucs comme ça. Je lui dis, et il me dit, mais moi j'y connais rien. Et ça te parle toi, la spiruline? Il m'a parlé de spiruline, est-ce que ça te parle ça? Je lui dis, ouais, ouais Claude, ça me parle, moi j'en consomme des cures et franchement je trouve ça génial. Il me dit, bah apparemment il a un truc génial, machin, mais moi j'y connais rien, tu voudrais pas venir dîner avec nous? Bah, je lui dis, écoute, on parle bien, Lucho, c'est qui Lucho? Je lui dis, il me dit, bah Luc Leblanc. Ah bah je lui dis, bah, alors là, sûrement que si. Je vais pas rater une occasion pareille. Et donc du coup, j'ai pris le train, je suis allé retrouver mon oncle à Saint-Lô. Et on a mangé tous les trois dans une brasserie. Et là, j'ai eu moi l'occasion de rencontrer mon idole de jeunesse, qui était Lucho, qui était Luc, avec qui je suis ami aujourd'hui et qui du coup bah, m'a fait part de la spiruline et m'a fait part aussi d'une microalgue qu'on a, enfin d'une cyanobactérie, enfin même pas d'un des pigments principaux de la spiruline que je maîtrise particulièrement aujourd'hui qu'on appelle la phycocyanine. Et donc il m'a donné de la phycocyanine et il m'a dit tu essayes. Et donc c'est une époque où j'ai envie de te dire même que moi, j'allais voir mon médecin, je lui demandais une prise de sang pour voir comment j'étais dans mes niveaux de fer, dans mes niveaux personnels, en tout cas de nutriments. Et il me faisait ma prise de sang sans aucun problème. Donc, du coup, j'ai pu faire une prise de sang au début et une prise de sang après. Et donc, je consommais phycocyanine et spiruline en même temps. Et donc, la deuxième prise de sang, elle était sans appel, en fait. J'avais tous Est-ce mes que, niveaux de donc fer. en fait, ça veut dire que la première prise de sang, tu prenais juste de la spiruline et sa Je prenais deuxième rien. prise. Quand, Ok, non, quand j'ai fait ma première prise de sang, j'allais attaquer ma cure de spiruline. ok. Donc je me suis dit, je vais faire une prise de sang avant pour voir ce que ça donne. Et du coup, il m'a donné la phycocyanine. Donc j'ai dit, bon, bah, je fais les deux en même temps et on va voir. Et en fait, au final, bah, mes taux de fer étaient complètement rehaussés, vraiment au top niveau. J'avais pris 3 points sur mon hématocrite. Donc le taux d'hématocrite, hein, c'est dans le sang. Ça, c'est vraiment pour les sportifs. C'est ce qu'on contrôle, en fait, c'est ce que contrôle l'Agence française de lutte contre le dopage pour savoir si les gens consomment de l'EPO ou pas. Ouais. Ils vont contrôler ce taux d'hématocrite qui doit être dans certaines normes. D'accord? Moi, je te rassure, j'étais dans la norme et c'était pas du tout mon idée de sportif amateur de prendre quoi que ce soit qui puisse booster mes performances de façon dopante en tout cas. Voilà. Et donc, quand j'ai fait la deuxième prise de sang, bah, j'ai été bluffé par les résultats, mais aussi par les effets, en fait, que j'ai ressentis pendant mes séances, parce que ça, en termes d'endurance, je trouvais ça génial, en termes de récupération, j'arrivais à faire mon métier, plus mes entraînements de vélo, plus gérer ma famille, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, du coup, pour être honnête avec toi, depuis cette période-là, donc on va dire 2013, 2014, la phycocyanine est mon rituel, c'est-à-dire que je ne bois plus de café, pas de thé. Le matin au réveil, c'est un grand verre d'eau avec de la phycocyanine. Je mets 8 millilitres de phycocyanine dans mon verre d'eau et c'est mon rituel matinal. Et comment est-ce que tu sais que par rapport à la différence entre justement la spiruline et la phycocyanine? Comment est-ce que tu sais que c'est pas juste, enfin, si tu avais continué juste la spiruline, puisque la phycocyanine est un élément de la spiruline, comment est-ce que tu sais que la spiruline, elle est, je veux pas Parce dire que la meilleure? spiruline, je l'avais déjà testé avant. Je l'avais déjà testé pendant 3, 4 ans déjà avant. Donc à chaque fois que je la prenais, je ressentais systématiquement toujours la même chose. Ok, donc C'est-à-dire tu as été toujours capable de faire la un distinction regain d'énergie. vraiment Bah, et puis quand tu es sportif, je veux dire, en Guyane, je faisais à peu près 26 000 kilomètres de vélo à l'année. quand même. D'accord? Donc, moi, j'ai suis ancienne école dans le vélo, donc on m'a appris prise de pouls tous les matins, à la même heure, avec le même rituel. D'accord? Grâce à ça, je sais si je suis fatigué et en surentraînement,
ou si je vais être malade. D'accord? C'est-à-dire que Ok. mon cœur, il bat à 38 le matin pendant un mois, et puis d'un seul coup, il va se mettre à battre à 43, 42, 43, 42, 43. Donc là, je vais me mettre en phase de récupération, d'accord, pour essayer de revenir à 38. Si ça ne revient pas, je peux te garantir que dans les 48 heures, je vais développer de la fièvre. Ok. C'est intéressant. Si tu veux, tu arrives à être pointu avec ton corps quand tu l'écoutes. Donc en fait, quand tu rajoutes quelque chose dans ta routine, les effets, tu les vois très vite. Tu vois très vite si ça fonctionne ou pas. Il n'y a pas de placebo, en fait. Après, j'ai pas de preuve scientifique de ce que je te dis Non, aujourd'hui. mais après, ce que C'est que tu du dis, c'est ressenti que personnel. ce qui est intéressant, c'est que parce que justement la routine du militaire, parce que là on parle vraiment de quelque chose de... Non mais c'est vrai où la discipline fait que t'as une base qui est assez solide pour que en ajoutant quelque chose, tu es capable d'avoir, bah, c'est ça, cette base sur quoi te reporter pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Et là justement, même si t'as pas des données scientifiques, bah, t'as quand même quelque chose qui est peut-être propre à toi, mais qui te permet toi d'avoir une preuve et de savoir que c'est pas justement un effet placebo. Bah, qui est propre à moi. Et puis, si tu veux, après, avec l'expérience, moi, ici, quand je vais m'entraîner encore aujourd'hui, en fait, je touche du bois pendant que je te parle, mais je suis très rarement malade. Ma femme, ma fille, mon fils peuvent avoir la grippe, les trois en même temps. Le seul qui passe à travers, c'est moi. Oui. Je vais être enrhumé 2 jours. Et hop, terminé. Donc, en fait, c'est peut-être aussi grâce à ça, j'en sais rien. Tu vois? Ou alors j'ai des gènes. Voilà. Mais alors qu'avant, par contre, quand j'étais vraiment affûté, comme on dit dans le jargon du cyclisme, c'est-à-dire que tu descends sur des taux de graisse vraiment infimes, bah mine de rien, le moindre petit microbe qui passe, tu le chopes, quoi. Ok. Tu le chopes. C'est comme ça, tu es tellement sec. C'est pour ça que moi, je monte mes entraînements en puissance, si tu veux, pour arriver, comme on dit dans le jargon, encore une fois, sec, vers avril-mai, quand il commence à faire bon. Parce que si tu es sec au mois de février, bah, tu as une chance sur deux en course, avec le vent, la pluie, etc. Bah, le moindre microbe qui va passer, boum, tu l'attrapes. Et puis bah, derrière, c'est 2 semaines de foutu parce que tu es au lit et puis faut reprendre le rythme, etc., quoi. Donc toi, en fait, ça veut Voilà. dire que de façon quotidienne, tu prends de la spiruline et de la phycocyanine. Oui, aujourd'hui, oui. Ok. Est-ce que tu prends autre chose pour aider en fait ton corps à récupérer, à performer ou... Oui, Ok. Et qu'est-ce que oui. tu prends J'ai exactement découvert, en fait, j'ai découvert quelque chose que je connaissais déjà parce que quand j'étais jeune cycliste, je m'entraînais avec quelqu'un qui s'appelle, enfin, qui est l'ogre normand, qu'on appelle l'ogre normand, qui est recordman du monde de victoire et qui me disait tout le temps, euh, le matin, moi, je prends une cuillère d'huile de foie de morue et une cuillère de curcuma. D'accord? Aujourd'hui, je pense je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Daniel a plus de 80 ans, qu'il fait toujours du vélo et qu'il est en pleine forme. D'accord? les remèdes de Et grand-mère? donc, voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, bah, c'est que moi, perso, je consomme une huile avec beaucoup d'oméga 3 dedans. Ok. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'études qui démontrent l'efficacité des oméga 3, ne serait-ce que pour la santé en général, mais aussi sur les sportifs. D'accord? Il y a l'agence américaine, je ne sais plus le nom, je pourrais te retrouver l'étude exacte. Si tu veux la mettre dans les commentaires, je te la partagerai après. Mais aux États-Unis, ils ont fait une étude justement sur les chaînes longues, les chaînes courtes d'acides gras. Et ils démontrent sur les athlètes l'efficacité des oméga 3. Voilà, tout simplement. Et donc, moi, c'est vrai que depuis que je les consomme, j'ai des sensations que j'avais pas avant. Donc ça veut dire que tu as consommé les oméga 3 après avoir consommé la spiruline et la Oui, phycocyanine. Et là, on t'a encore vu des effets ouais, bah positifs. après, si tu veux, je suis tellement curieux, en fait. Faut être honnête. C'est que j'adore fouiner. Et donc, quand j'entends parler de quelque chose, j'aime bien aller gratter de mon côté, faire mon petit bonhomme de chemin, creuser, 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 trouver des études, enfin, après, je suis pas scientifique, si tu veux. Après, je fais surtout aussi au ressenti et comment ça me parle, en fait. Mhm. Et là, c'est vrai que j'ai pris conscience que, bah,
j'avais peut-être pas une alimentation optimale. Et que du coup, tu vois, quand je lis des études et que je me rends compte que le cerveau, en moyenne, à l'âge adulte, il fait 1,6 kg et que un tiers de ces 1,6 kg, c'est des oméga 3, et que moi, je mange de moins en moins de poissons, ou de moins en moins de poissons gras, mais du fait que non seulement bah, c'est de plus en plus cher, et deuxièmement, bah, c'est aussi pollué, contaminé. En tout cas, j'ai encore vu une étude récente sur les saumons norvégiens. Je mange plus de saumon, quoi. Voilà, mais encore une fois, c'est un choix personnel. Mais donc je trouve que là, l'huile, en fait, t'apporte tous les bienfaits de cette nutrition à base de poisson et permet de réguler plein de choses, en fait, finalement. Et donc, c'est quoi les effets que tu as vus justement après la prise d'oméga 3? Ouais, moi, les effets que je vais te dire là, c'est vraiment ce qui est, de toute façon, c'est ce que quasiment la totalité, je pense, des gens qui consomment des bons oméga 3 ressentent, hein. J'ai une meilleure concentration, déjà, ça c'est clair. Moi, ça agit bien sur mon sommeil. Je trouve que j'ai un bon sommeil. Alors, est-ce que c'est parce que c'est couplé à la spiruline qui, elle, optimise le sommeil réparateur? Je sais pas. Mais en tout cas, je dors bien, je me sens très bien. Malgré tout ce que j'ai pu traverser, hein, toutes les tempêtes de nuit blanche, etc. Aujourd'hui, je me sens toujours en parfaite santé. Euh, voilà, j'ai une bonne vitalité. Et puis à l'entraînement sur le vélo, écoute, à 46 ans, je pense que je suis pas ridicule, quoi, encore. Mais Voilà, j'imagine je que suis tu plus. dois le voir aussi par rapport. Est-ce que tu vois, par exemple, des différences entre toi et quelqu'un qui prendrait peut-être pas de supplément, moins de suppléments, mais qui a à peu près la même rigueur ou le même entraînement que toi? Je sais pas aujourd'hui. Là-dessus, j'irai pas sur ce terrain-là parce que j'ai pas de gens avec qui je pourrais vraiment comparer de façon objective, Ouais. si tu veux. Moi, je m'entraîne avec des gens qui sont soit beaucoup plus jeunes que moi, soit plus âgés. D'accord? Tout ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand je discute avec mes camarades, qu'ils soient sportifs ou pas sportifs, ils sont tous fatigués, ils sont tous, mais fatigués pas forcément physiquement, ils sont tous fatigués psychiquement, ils ont du mal à se concentrer, etc., etc. Et cetera. Et tous ceux avec qui j'en ai parlé et qui ont cette ouverture d'esprit de bien vouloir se lancer dans une expérimentation de consommer ce type de produit, bah, ils sont tous ravis en tout cas. Ok. Voilà. Mais Ils c'est sont vraiment tous intéressant. ravis. Et puis, je pense que ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que, parce que tu as dit justement des oméga 3 de qualité, et je pense que c'est hyper important parce que tous les oméga 3 ne se valent pas. Et que c'est là où je pense que ça vaut Alors, vraiment la alors peine ça vaut le peut-être coup d'en parler d'approfondir. parce que bah, je veux bien approfondir sans faire de lobbying. Ok? Moi, je consomme des oméga 3 depuis longtemps, DHA, Mhm. d'accord? En gélules. En gélules, c'est comme ça qu'on les trouve et je les achète à la pharmacie. Je les achetais comme ça. Maintenant, j'ai un ami qui m'a proposé de faire un test pour qu'on voit l'efficacité des oméga 3 que je consommais. J'ai fait le test, j'avais 28 oméga 6 pour un oméga 3, malgré que j'en consomme. D'accord? Donc je me dis, ben dis donc, j'espère qu'ils étaient à minima efficaces parce que sinon, j'aurais été contrebalancé un truc, j'aurais peut-être pété un score, quoi. Et pour autant, je pense que je mange bien. Ouais, puis C'est en ça qui plus, est t'es dingue. sportif, c'est ça qui est fou Aussi. aussi. Et donc, du coup, bah, j'ai été forcé. Je me suis un peu fait prendre au piège, hein, honnêtement. Quand j'ai vu le résultat et qu'il m'a dit qu'avec l'huile qu'il me recommandait, bah, je pourrais régler ça et qu'on referait un test dans 4 mois. Bon, bah, j'ai refait un test dans 4 mois, j'ai rien changé à mon alimentation, j'ai rien changé à mon rythme de vie. 4 mois plus tard, j'étais revenu à 4,2 oméga 6 pour un oméga 3. Belle performance. D'accord? Et j'ai rien changé volontairement parce que je crois que ce que je vois, moi, personnellement, hein. J'ai me metté dans son test à mettre une adresse mail, un numéro de téléphone sur le premier et une adresse mail et un autre numéro de téléphone sur le deuxième pour voir s'il n'y avait pas de tricherie. Tu vois, même si lui me rassurait à fond en me disant non, non, mais je t'assure, c'est labellisé, c'est les leaders, etc. Je dis oui, 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 on fait l'expérience ou on la fait pas. Voilà. Et donc, je suis allé même jusque-là. Tu imagines un peu mon côté un peu parano. Et donc bah, aujourd'hui, je suis forcé d'être convaincu et j'ai forcément engrainé ma femme, mon fils, ma fille sur un autre complément alimentaire vitaminique de la gamme de l'huile, là. Mais et voilà, et tout le monde y est passé et ils n'ont pas le choix, en fait. Ouais. Parce qu'après, tu sais, quand tu vieillis aussi,
Enfin, moi, j'ai 46 ans, je prends conscience de plein de choses. J'ai brûlé un peu la bougie par les deux bouts dans ma jeunesse, hein, parce que, comme je te dis, hein, mes 9 premières années, mes 20, 29 ans, je peux te dire que j'ai rien vu passer et mes heures de sommeil, il n'y en a pas eu beaucoup parce que j'étais tout le temps avec mes camarades. Quand j'étais pas chez moi, je remontais la veille. On se couchait jamais avant 2, 3 heures du matin. Et on enchaînait notre garde le lendemain. Pour peu que tu fasses une nuit blanche le lendemain, t'allais quand même courir le matin, etc., etc., quoi. Donc un rythme effroyable en tout cas que je regrette nullement parce que j'en avais besoin. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je pense que ça correspond en tout cas à mon modèle de ce que je veux plus tard. Et puis ça m'aide grandement à rester jeune, en fait, finalement, j'ai envie de Ouais. dire. Mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point le corps peut être poussé et qu'il y a aussi, bah, tu sais, je pense, un état d'esprit et puis une volonté une volonté puis un caractère qui fait que bah, tu as pu pousser ton corps et parce que tu sais, quand tu penses de faire tu sais, autant de sport, d'avoir une activité professionnelle aussi physique, d'avoir si peu de sommeil et d'arriver quand même à performer, c'est quand même impressionnant. Surtout quand tu vois aujourd'hui que bah, c'est ça, on est quand même dans une société qui est de plus en plus, je dirais, malade physiquement, mentalement, où il y a de plus en plus de problèmes. Bah, c'est là où on voit il y a quand même, en tout cas, un gros déclin, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de plein de choses, qui fait que à l'heure actuelle, je sais pas en fait le pourcentage de personnes qui pouvaient faire ce que tu faisais il y a 20, 25 ans et aujourd'hui. Mais tu sais, moi, je m'inspire beaucoup. Alors, je suis tellement respectueux des gens expérimentés, des anciens. Moi, tu sais, je suis né dans un petit, enfin, j'ai habité dans un petit village, il y avait 500 habitants et c'était majoritairement des agriculteurs. Et c'était des forces de la nature et ils se plaignaient jamais. Voilà. Et donc, moi, c'est ce qui m'a forgé, en fait. Étant jeune, je m'inspire beaucoup de ces gens-là, de la force, surtout la résilience qu'ils avaient à travailler comme ils travaillaient, à jamais prendre de vacances, jamais de loisirs, etc. Et pour autant, ils se plaignaient jamais. Mm. Tu vois, et moi, je suis un peu de cette trempe-là, enfin, j'espère l'être, même si je te cache pas qu'aujourd'hui, bah, j'apprécie aussi le confort, bien évidemment. Mais pour moi, ils sont très inspirants et je peux te dire que même encore aujourd'hui, des fois, il m'arrive quand même d'être un peu fatigué, d'être un peu surmené comme tout le monde. Et je me plains pas, parce que j'ai pas le droit de me plaindre en fait. Et donc, par rapport à toute ton expérience, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, tu sais, justement, ce serait quoi autant la parole peut-être de sagesse ou les conseils que tu pourrais donner à des gens qui peut-être se trouvent dans des situations X ou Y? Qu'est-ce que tu aurais à leur recommander d'une manière générale? Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est soyez ouverts d'esprit, écoutez ce qui se présente à vous. Les gens, en général, quand ils veulent, quand ils vous parlent de quelque chose ou quand ils vous recommandent quelque chose, c'est avant tout parce qu'ils veulent que vous preniez soin de vous et pas contre vous, quoi. Faites pas la même erreur que moi, qui a pu être réfractaire, justement, à complémenter mon alimentation, en fait, finalement, juste ça, en fait. Parce que ça commence par là. Après, quand on prend conscience et qu'on est ouvert d'esprit et qu'on écoute, finalement, ce qui est factuel aujourd'hui, hein. Alors ça n'engage encore une fois que ma parole, mais je veux dire, tu prends Google, tu tapes valeur nutritionnelle des fruits et des légumes en 2025. Bon, tu prends une pomme de 1950, faudrait peut-être que tu en manges une centaine aujourd'hui pour avoir la même valeur nutritionnelle. Donc en Mm. fait, pour moi, ça a été un déclic en fait. Et j'ai compris plein de choses à partir de là, en fait. Je me suis dit, bah ok, je comprends mieux. Moi, ma femme, elle est atteinte de la maladie de cœliaque. Elle n'a pas le droit de manger du gluten, mais c'est pas le phénomène de mode, hein. C'est une vraie maladie, c'est reconnu. Euh, Ça a été un déclic aussi, ça, si tu veux, parce que c'est dû à l'alimentation. Donc aujourd'hui, faites attention à ce que vous mangez, et pour autant, c'est facile à dire, mais c'est hyper compliqué à faire. Avec la hausse du coût de la vie, etc. Aujourd'hui, si tu veux bien manger, bah faut quand même bien gagner ta vie, mine de rien. Ouais, ça Donc en c'est fait, un fait. j'ai l'impression qu'il y a aussi une structuration sociale de la santé, finalement. Si tu as du pouvoir d'achat, tu es bien, tu es riche, et tu peux te permettre de t'acheter quelque chose qui vient direct du producteur, etc. Enfin, au moins dans les grandes métropoles. Après, en province, bon, tu as la chance de faire ton petit jardin, etc. Ou d'avoir ton petit maraîcher à côté, avec qui tu t'entends bien, etc. Voilà, les fruits, de toute façon, tu le vois tout de suite, le fruit, le légume, il n'a pas la même saveur, quoi. Non, Donc c'est ça le clairement. conseil que je donnerais aux gens, c'est soyez ouverts d'esprit, écoutez ce qui se fait. Euh,
Et prenez le temps d'écouter. Prenez le temps parce qu'aujourd'hui, plus personne prend le temps, tout va trop vite, il y a trop d'informations, tout va dans tous les sens, tout le monde veut vendre tout à tout le monde, etc., etc. Bah, dites-vous qu'il y a quand même des gens qui veulent prendre soin de vous, il y a quand même des entreprises encore sur cette planète qui veulent prendre soin des gens. Et que je pense que c'est clairement ce que fait la société, au moins pour laquelle moi, je consomme les produits. Encore une fois, c'est pas du lobbying, mais rien que moi, le slogan de la boîte m'a parlé. Inspirer le changement dans la vie. Voilà. Inspire Change in Life. Et juste ça, j'ai dit, OK, ça me parle, ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà. Et c'est Mm. pas grand-chose en fait dans le quotidien, dans la routine. Donc c'est pas Non, puis, difficile. le fait que ce soit basé sur des tests aussi, ça enlève justement tout le côté fais-moi confiance, c'est bon. Tu sais, là, c'est comme on est capable de voir une différence de avant, comme tu as dit, au jour 1 versus 4 mois après. Tu es capable de voir justement est-ce que ça a fonctionné ou pas, ce qui est quand même très Bah, intéressant pour des gens tu qui sais, sont justement très scientifiques ou qui ont besoin de voir pour croire, qui sont bah Thomas. voilà, la preuve la preuve par, par le test en fait finalement. Mm, Voilà, tester, enfin voilà, tester, essayer. Enfin voilà, c'est accessible, essayer. mm. En tout cas, Voilà. un gros merci, Greg, pour avoir pris le temps de nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait, de tes expériences, parce que je pense que ça peut inspirer d'autres personnes justement à prendre soin d'eux, à performer aussi, parce que justement pour les gens qui font beaucoup de sport, je pense que de trouver les bons nutriments ou les bons compléments qui peuvent améliorer autant les performances que la récupération, je pense que c'est très Mm. important. Donc, un gros merci pour, c'est ça, d'avoir pris le temps avec moi. Bah, c'est avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir invité surtout. Et si ça peut inspirer des gens, bah, j'en suis ravi. Merci, au revoir.